Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Clément Porcher, interne de 3e semestre à Tours et vice-président de l'ISNAR-IMG. J'ai pour lien d'intérêt d'être membre du Bureau national, portant des positions sur les sujets dont nous allons traiter. Tout d'abord, merci beaucoup d'être si nombreuses et nombreux pour cette table ronde axée sur la prévention. Nous allons procéder en 2 temps. Un premier, durant lequel chacune de nos intervenantes et intervenants exposera sa vision de la prévention dans le système de soins. Et un deuxième temps où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors on dit souvent que la maladie dont on souffre le moins est celle qui ne se déclare pas. Cette phrase place la prévention au centre du système de soins. Le médecin généraliste étant la pierre angulaire de ce système, il lui incombe donc de prévenir les problématiques de santé dans la population. Mais en a-t-il les moyens ? En 2021, du fait de la crise sanitaire, les dépenses de santé dédiées à la prévention ont triplé par rapport à 2019, passant de 5,5 à 16,9 milliards d'euros. Par ailleurs, la dernière loi de financement de la sécurité sociale a été présentée comme axée sur la prévention, avec la mise en place de consultations dédiées à des âges clés de la vie, l'accès facilité à certaines contraceptions et dépistage d'infections sexuellement transmissibles, ou encore l'ouverture de la vaccination à différents professionnels de santé. Malgré ce virage préventif du métier de médecin généraliste, notre formation reste bien pauvre à ce sujet. Pour nous éclairer sur l'ensemble de ces sujets, je suis ravi de vous présenter nos intervenantes et intervenants, à commencer par Madame Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de l'assurance maladie, à la gestion et à l'organisation des soins. Nous avons également le plaisir d'accueillir la docteure Agnès Gianotti, médecin généraliste à Paris et présidente de MG France, le premier syndicat des médecins généralistes. Enfin, c'est un plaisir d'accueillir le professeur Olivier Saint-Lary, médecin généraliste à Poissy et président du Collège national des généralistes enseignants. Pour commencer, Madame Cazeneuve, en tant que directrice déléguée de l'assurance maladie, pouvez-vous nous en dire plus sur le financement de la prévention dans le système de santé ? Alors c'est un... Ah oui, carrément. Non, bah, c'est plus sympa ici. Ouais. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très impressionnée par l'auditoire. Il y a beaucoup de monde, plus que dans beaucoup de congrès auxquels je participe. Donc bravo pour votre mobilisation. Et puis merci d'avoir choisi ce thème de la prévention qui est évidemment un sujet hyper important. Alors ce que je vais dire, ce sont des banalités, hein, mais on voit bien qu'on a un système de santé très axé sur le curatif, que d'un point de vue médico-économique, avec le vieillissement de la population, les maladies chroniques, on va avoir du mal à tenir très longtemps avec un système qui fonctionne évidemment beaucoup sur le curatif. Et par ailleurs, le curatif, le fait d'avoir un système de santé qui est plus sur le curatif que sur le préventif, ça creuse des inégalités sociales de santé, puisque c'est-à-dire que vous arrivez en aval et en fait en aval vous avez déjà des inégalités sociales de santé qui sont très installées. Alors sur le financement de la prévention, honnêtement c'est hyper compliqué à mesurer. Parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde les rapports de la Cour des comptes, etc., on regarde ce qu'on appelle le FNPIS, qui est le fonds de prévention qu'a l'assurance maladie, mais en réalité, la prévention, il y a plein d'autres choses dans la prévention. Et un médecin généraliste, quand il est avec son patient, il fait de la prévention, et ça, d'une certaine manière, c'est comptabilisé nulle part, mais c'est du temps de prévention qui est consacré au patient. Et donc le sujet, je pense, ça va être moins le financement que la manière dont on s'organise collectivement pour assurer ce virage. Alors, il y a juste un petit écho, non ? Non, ça va, vous m'entendez ? Bon. Alors peut-être sur les premiers sujets, le premier sujet qui est la promotion de la santé, c'est le sujet le plus compliqué. Moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas formée à ça, ça m'intéresse beaucoup.
mais d'une certaine manière, l'assurance maladie, ce n'est pas la plus légitime pour vous en parler. Mais on voit bien que notre génération, alors je me range encore un tout petit peu dans la vôtre, même si je suis un petit peu plus vieille, mais pas beaucoup, c'est notamment tout ce qui va se passer autour de la santé environnementale et la santé One Health. Donc ça, on voit bien que c'est un sujet qui va être porté par votre génération de manière très forte et qui nécessite d'avoir des politiques publiques qui soient très alignées. Et donc, ce n'est pas uniquement la politique de santé, c'est la politique agricole, c'est la politique en matière de transport, en matière d'urbanisme, etc. Je pense que les professionnels de santé ont un rôle hyper important à jouer, les médecins en particulier, sur ces sujets-là en matière de sensibilisation. Vous commencez évidemment à le faire sur les perturbateurs endocriniens, etc. Mais ça va être un rôle évidemment hyper important dans les années à venir. C'est tout ce sujet de la santé environnementale avec à la fois sans doute l'humilité entre guillemets des acteurs du système de santé qui arrivent en fait un peu en aval parce que c'est pas vous, c'est pas moi qui définissons les règles sur les pesticides, sur tout ça. Et en même temps, on a un rôle à la fois on peut dire de lanceur d'alerte et puis d'accompagnement des patients. Et des assurés pour ce qui me concerne vers des pratiques qui sont des pratiques plus sécurisées pour elles et pour eux. Donc ça, c'est évidemment un point en matière de prévention et de santé publique qui va être clé. La deuxième chose qui effectivement a pris pas mal d'ampleur ces 2 dernières années avec la vaccination et que nous, côté assurance maladie, on va vraiment essayer d'accentuer, c'est tout ce qui relève du dépistage des cancers, de la vaccination, donc vaccination plus prévention secondaire. Et là, évidemment, la prévention secondaire, c'est là aussi quelque chose sur lequel le médecin a un rôle absolument clé. On a un sujet en France qui est un peu étrange, que j'arrive pas totalement à expliquer, c'est-à-dire on est au-delà du fait qu'on a un système qui n'est pas très porté sur le préventif, on n'est pas très bon, par exemple, sur ces grands dépistages organisés, sein, cancer colorectal, etc. On est vraiment moins bon que nos voisins, sans réelle explication, me semble-t-il. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de bosser. Et donc là, pour la première fois, on est en train de lancer une campagne où on adresse à tous les médecins traitants la liste de leurs patients qui ne sont pas dépistés. Donc là, c'est en cours. Donc je ne sais pas si vous avez reçu la vôtre ou pas encore. Je crois qu'elle est disponible sur le site, mais je n'ai pas cliqué encore. Donc voilà, donc l'objectif en tout cas, c'est que sur le dépistage des cancers, on arrive à se mettre au meilleur standard européen. Donc ça, l'assurance maladie, d'une certaine manière, elle sait faire. Et on voit bien que le levier, en tout cas, on pense que un peu le game changer, ça va être de vous outiller, ça veut dire de vous donner la donnée qui va vous permettre, vous aussi, de mieux identifier dans votre patientèle ceux qui sont en retard d'examen, en retard de soins. La troisième chose peut-être que je voulais vous dire, c'est que on est une génération au-delà de la santé environnementale et de la promotion de la santé, donc de la santé primaire. Il y a des sujets qui ont émergé et qui vont être fondamentaux dans les années à venir. Je pense au trouble du neurodéveloppement. Donc le trouble du neurodéveloppement, c'est à la fois un sujet qui est très ancien et en même temps, sous le contrôle du professeur, c'est un sujet qui a été sans doute enseigné un peu tardivement. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les dernières recommandations, elles sont très récentes en fait. Nous, l'organisation du système de soins pour prendre en charge les enfants dont on repère des écarts au développement, c'est hyper récent. Et ça, en fait, quand on sait qu'on a entre 10 et 15% des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement et qu'un trouble du neurodéveloppement, si on ne le prend pas en charge très tôt, en fait, c'est des surhandicaps qu'on garde toute la vie. Ça, c'est vraiment des inégalités sociales que le système crée. Et c'est des inégalités sociales et de santé que vous allez pouvoir empêcher. Parce que maintenant, il me semble que vous avez les outils et c'est vraiment un sujet
voilà, sur lequel on peut, pour moi, il peut y avoir un vrai avant-après. C'est-à-dire que si on se dit que demain, on a 10 à 15% des enfants chez qui, dès qu'il y a un signe d'écart au développement, cet enfant-là, il est repéré, il est adressé dans un parcours de soins avec psychomote, avec ergothérapeute, avec de la guidance parentale, etc. C'est des enfants qui vont pouvoir être scolarisés, etc. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne. Une autre chose qui peut changer la donne aussi et qui émerge, c'est la prévention de la perte d'autonomie. Puisque là encore, hein, on le sait, donc c'est l'OMS l'a pas mal écrit, mais l'autonomie, la dépendance en tout cas, et pas une fatalité, en tout cas pas une fatalité absolue. Et donc on peut retarder l'entrée en dépendance, on peut parfois l'éviter. Et là encore, c'est vrai que quand on regarde nous du côté de nos analyses, les personnes qui sont en situation de dépendance, il y a là encore des inégalités sociales très fortes. Et ça, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de construire un système qui nous permet d'identifier très très rapidement les premiers signaux de perte d'autonomie et d'arriver à corriger ça, puisque vous connaissez ça évidemment mieux que moi, mais un début de surdité, ça entraîne derrière des troubles de la motricité, etc. Et on a maintenant des outils comme le 100% santé pour l'appareillage auditif. On a pas mal de choses. On a des programmes qui ont été développés avec des applications qui permettent aux patients d'envoyer à son médecin des évaluations, des auto-évaluations régulières, des choses qui vont nous permettre, me semble-t-il, collectivement, de faire en sorte que les patients retardent leur entrée en dépendance. Et ça aussi, je veux dire, si la médecine générale de demain, elle arrive à faire ça, là aussi, c'est évidemment un pas énorme qu'on aura fait en matière de santé publique et de santé des Français. Donc ça, c'est aussi pour moi, un des deuxièmes champs sur lesquels il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes à faire. Et puis peut-être un dernier mot sur les enjeux sur la prévention tertiaire, parce que la prévention tertiaire, vous êtes aussi évidemment au cœur de ce sujet-là. Alors je ne sais pas si on utilise encore ce terme, mais en tout cas pour les personnes qui ont notamment des pathologies chroniques et que vous allez suivre au long cours. On le sait, hein, nous on a sorti pas mal d'études, ça fait 2-3 ans là qu'on travaille sur l'insuffisance cardiaque. Les chiffres sont quand même extrêmement impressionnants, c'est-à-dire qu'un patient dont on arrive à voir les signaux avant-coureurs de décompensation et qui n'est pas hospitalisé, en fait le niveau, les écarts d'espérance de vie, les écarts en matière de chance, etc. sont extrêmement importants entre un patient qu'on a repéré très tôt et un patient qui est hospitalisé. Et en fait un patient insuffisant cardiaque, dès qu'il est hospitalisé, il a 20% de chance de mourir et 50% de chance d'être réhospitalisé. Donc on a fait pas mal d'études, nous, médico-économiques sur le sujet. Et c'est vrai que maintenant, on va avoir de plus en plus d'outils, notamment la télésurveillance, qui va vous permettre de suivre vos patients de manière un peu différente et donc d'avoir, on l'espère, des populations avec pathologie chronique, mais qui sont stabilisées dans la durée. Et dont on évite les hospitalisations qui sont évitables. Tout ça pour dire qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets, j'en ai choisi 2-3 comme exemple, mais je pense que ça, c'est des sujets sur lesquels il peut vraiment y avoir une petite révolution dans la pratique de la médecine générale par rapport aux enjeux de santé de la population. Il y a pas mal de choses aussi qui vont normalement pouvoir aider le médecin généraliste à faire tout ça. Je pense que la donnée, je l'ai dit, c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à présent, l'assurance maladie, elle avait des données, mais qu'elle arrivait assez mal à communiquer. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on fasse à la fois de plus en plus d'open data et surtout de plus en plus de données, données ciblées vers les médecins, parce qu'en fait la donnée de santé, nous on n'a pas le droit de la consulter, on peut juste vous la transmettre, mais vous avez le droit de la consulter. Et donc on est en train de créer en fait l'objectif à terme, c'est que vous puissiez notamment avoir une sorte de tableau de bord de data visualisation qui vous permet de vous repérer sur votre territoire, d'avoir un vrai diagnostic territorial, de pouvoir vous situer par rapport aux autres praticiens, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de construire
construire et on pense que ça pourrait avoir un impact important en matière de santé publique. Il y a effectivement le fait de pouvoir vous équiper, de vous outiller sur les patients qui peuvent être en retard de plein de choses. Et donc ces données-là, nous on les a, donc on peut, le cas échéant, vous les adresser. Il y a le télésuivi, la télésurveillance, il y a Mon Espace Santé sur lequel on pourra revenir si vous voulez, et tout le numérique en santé. Il y a des applications aussi qui vont pouvoir nous aider et aider les patients. Il y a tout ce qui se passe autour de la sensibilisation aussi du patient à gérer sa propre santé, tout ce qui se passe, j'en ai parlé, autour de la guidance parentale qui me semble être très important. Voilà, donc pas mal de beaux enjeux et normalement des outils un peu nouveaux qui vont vous permettre d'appréhender ces enjeux importants pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Cazeneuve, pour toutes ces explications. Je vais laisser la parole à la docteure Gianotti. Vous qui êtes installée, comment est-ce que la prévention s'intègre dans l'exercice quotidien de la médecine générale? Moi, j'ai une antisèche. Le médecin traitant, alors déjà je me présente, des liens d'intérêt, je suis présidente d'MG France, donc voilà mon lien d'intérêt, j'espère que ça sera bientôt le vôtre. J'en ai pas d'autres, enfin à ma connaissance. Le médecin traitant au cœur de la prévention, j'ai mis un point d'interrogation, c'est pas par hasard, vous vous en doutez bien. Peut-être en introduction, vous entendez beaucoup parler de prévention. C'est un marché et un énorme marché, la prévention. Imaginez pour un labo quelconque le fait de pouvoir donner un comprimé à tous les gens pas malades. C'est bingo. Bon, donc, ok, il y a le sujet, il y a tout ce qu'on va faire, il y a ce qui nous motive, mais il ne faut pas perdre de vue tout ce qui est derrière et tous les enjeux financiers et tous les enjeux de la foire d'empoigne qui va avoir lieu entre les différentes professions pour savoir qui va faire quoi. Donc, notre métier, qui est quand même le patient dans sa globalité, qui fait vraiment l'intérêt de notre métier, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, va falloir ne pas perdre de vue cette globalité, même si on travaille avec les autres. Bien évidemment, il faut travailler avec les autres. Mais là, il faut bien voir que ce sujet qui enfin émerge, parce que depuis des années, il était sous la table, les personnes s'en occupaient, donc ça c'est une excellente chose, mais ça aiguise bien des appétits. Ça c'était l'introduction. Oui, juste un petit mot pour vous refaire un petit panorama de ce qu'on fait en vrai. Donc, qui est le premier offreur de soins en France? Je vous le demande. C'est nous. 22 millions de consultations, 18 millions de visites à domicile. 64% des actes de soins chez les enfants, tout compris, hein, tous les actes de soins. 53% chez les femmes, tout compris aussi, autres spécialités. Voilà, donc c'est quand même, en gros, on voit quand même vraiment tout le monde, quoi. Ah, c'est coincé. Au secours. Alors, attends. Voilà. Alors, ça, on l'a fait parce que quand on discute avec les gens, et encore cette semaine, ça m'a frappée parce que vous avez entendu parler de l'actualité politique, de l'actualité des négociations et autres. Donc, il se trouvait que j'étais avec la conseillère santé de l'Élysée, Katia Julienne, et je lui dis, mais la prévention, franchement, ça fait partie de notre métier. Elle m'a répondu, oh, tous les généralistes ne sont pas pareils. Je lui ai dit, mais non, il y a une étude. Un motif de consultation sur 4, c'est la prévention dans notre travail. Une étude qui a été faite avec cohorte. Oui, mais tous les médecins généralistes ne sont pas pareils. C'est vrai qu'à la CNAM aussi, on ne sait compter que ce qu'on cote. Or, nous, ça fait partie de nos consultations, donc on cote GS. Et une GS et une autre GS, c'est quoi la différence? Nous, on sait ce qu'on a fait dedans, mais eux, ils ne savent pas. Eh bien oui, et c'est compliqué. Donc, comment ils arrivent à repérer?
Bon, donc c'est un enjeu important d'arriver déjà à faire comprendre qu'on le fait et qu'on s'en occupe, parce que franchement, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte aujourd'hui et on n'est pas entendu quand on dit qu'on le fait. Donc, effectivement, la prévention, ce qu'on mange, c'est de la prévention. La pollution de l'air, ça va nous rendre malades. L'incidence des cancers, probablement, il y a plein d'histoires de produits chimiques là-dedans. Donc, nous, acteurs de soins, on est pour une petite partie dans la prévention. Ça, c'est évident. Mais une petite partie qui compte quand même. Donc, au fur et à mesure que les gens vont vieillir, ils vont tomber de plus en plus malades. Et la prévention primaire, je ne vous fais pas un cours sur primaire, secondaire, tertiaire, mais évidemment, la prévention primaire va diminuer en nombre au fur et à mesure que les gens vieillissent et sont de plus en plus malades. Puis la prévention secondaire, par contre, va prendre de l'importance au fur et à mesure. Et tertiaire, en fin de vie, quand déjà on aura attrapé plein de maladies. Il n'empêche qu'il y a quand même de la prévention primaire chez les vieux, comme le vaccin. Hein. Le Covid en est un bon témoin. Mais tout ça, au fur et à mesure du vieillissement de la population, forcément, prend des formes un peu différentes suivant les âges. Vous voyez les 25, 45, 65 ans. Vous vous doutez bien que ce n'est pas par hasard. C'est les âges où, à la demande de MG France, on avait discuté avec la CNAM en disant, mais ok, on faisait les rappels de vaccins, mais pas que. Quand on fait un vaccin, ça nous prend 2 minutes. C'est pas ça qu'on fait en consultation le jour où on vaccine. On fait tout le reste plus les 2 minutes. Et donc, si on ne voit plus du tout les gens, peut-être ça serait bien d'avoir des consultations de prévention à ces âges clés. Et puis, de consultation de prévention, c'est passé dans la loi à rendez-vous de prévention, parce qu'on se retrouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait quoi, qu'est-ce que va faire l'infirmière, la sage-femme, le pharmacien, Donc il y a toutes ces choses-là qui vont venir et qu'il ne faut pas perdre de vue. Il faut qu'on ait ces consultations de prévention, il faut qu'elles soient longues. Il y a des tas de sujets encore qui ne vont pas rentrer dans les petites cases, comme la prévention ou au moins le fait d'aborder les violences sexuelles, conjugales, au travail. On sait tous qu'enfin, vous êtes passés en stage, vous avez vu la souffrance des gens. On est un régulateur social, mais majeur. Si on n'était pas là, mais qu'est-ce qu'ils feraient les gens? On le sait bien. Mais ça ne se concrétise pas en boîte de médicaments. Alors, donc quelle reconnaissance pour le médecin généraliste traitant? Ça, c'est la question du moment, parce que franchement, cette partie-là de notre activité qui est essentielle, elle n'est pas visible. Quelle complémentarité avec les autres professionnels? Il va falloir la construire. On a commencé à avoir, il y a 1 an maintenant, des discussions avec la CNAM, avec les autres professions. Par exemple, avec les pharmaciens, si vous faites un bout du dépistage des cancers colorectals que vous distribuez les kits, est-ce que nous, on ne peut pas garder la première ou quand même on s'occupe des antécédents familiaux et puis après, s'il faut le renouveler, pourquoi pas vous? C'est-à-dire qu'il faut se caler. Qui fait quoi? Et effectivement, on n'a pas besoin forcément de tout faire, mais c'est quelque chose qui doit se discuter, qui doit se caler, qui ne doit pas se faire dans notre dos, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, les consultations à 25, 45, 65 ans, il est hors de question que ce soit une consultation de 10 minutes. Hein. Si on aborde des sujets compliqués de prévention et adaptés à chaque patient, je ne vais pas passer un quart d'heure à parler de tabac à quelqu'un qui ne fume pas. Bon. Donc, il faut qu'on ait des consultations suffisamment longues pour aborder des sujets suffisamment compliqués. Et donc, il nous faudra le tarif qui va avec, mais ce n'est pas encore sur la table, on va dire. Donc là, on parle de consultation de prévention en situation de duel, c'est-à-dire nous et notre patient. Et il y a l'éducation thérapeutique. Donc là, il y a aussi toute l'éducation thérapeutique qu'on va faire avec les collaborateurs de notre cabinet médical. Je pense aux infirmières Asalée. J'ai le bonheur d'avoir une infirmière Asalée dans mon cabinet.
Comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous allez le savoir avec la suite, vous ne risquez pas de l'oublier, j'exerce dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Tout le monde connaît, c'est Barbès. C'est exprès que je suis allée là-bas, après avoir vécu en Afrique, parce que travailler avec une population migrante, c'est ça qui m'intéressait, donc je suis allée m'installer exprès là-bas. Quand je vois que mon infirmière Azalée, elle a été capable de mettre dans une piscine mes mamans africaines qui font 100 kilos en maillot de bain qui ne savaient pas nager, mais jamais j'aurais pu faire ça. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc on peut avoir une prévention, mais vraiment adaptée à la personne qu'on a en face de nous, en travaillant avec d'autres professionnels qui sont vraiment, avec lesquels on fait des vrais binômes, quoi. Donc ça, c'est à mon avis l'avenir de notre profession. Travailler avec l'équipe du médecin traitant et un vrai travail en binôme avec des compétences complémentaires. Ce qu'elle fait, je ne suis pas foutue de le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc se pose la question, à quel niveau? Il y a la consultation face aux patients, il y a la prévention aussi au niveau de la patientèle. Donc là, on en parlait tout à l'heure avec les listes de patients, c'est-à-dire lesquels j'ai dépisté, pas dépisté. Marguerite a abordé les inégalités sociales de santé. C'est vraiment un sujet qui nous est très cher. Et donc là, c'est la différence entre équité et égalité. L'égalité, c'est la campagne de prévention grand public qui touche soi-disant tout le monde, qui dit « allez faire votre mammographie ». L'équité, c'est d'en faire plus pour ceux qui échappent à ça. Et si on veut lutter contre les inégalités sociales de santé, il faut vraiment en faire plus pour ces populations-là. D'ailleurs, la ROSP avait montré que les gens, enfin c'est nous qui avions montré ça, on avait fait un observatoire, que les gens qui ont une patientèle plus précaire ont des moins bons résultats. Ce n'est pas parce qu'ils sont des moins bons médecins. À l'époque, ce n'était pas l'équipe en place en ce moment à la CNAM, mais à l'époque, le directeur de la CNAM disait « Non, non, les médecins sont différents ». On leur a prouvé que non, ce n'est pas que les médecins sont différents, c'est que les patientèles sont différentes. Et c'est pour ça qu'il y a ce facteur régulateur où il y a un coefficient qui redresse un peu les chiffres de la ROS, parce qu'effectivement, c'est plus difficile de travailler auprès de patients plus précaires, qui comprennent moins bien, qui ont d'autres priorités et qui feront passer la prévention et le dépistage après peut-être le fait de savoir ce qu'ils vont manger à midi. Donc après, il y a la MSP et il y a la CPTS. C'est deux échelles différentes. La MSP, c'est plusieurs patientèles. Ça nous permet d'expérimenter des choses et de faire un niveau intermédiaire, je dirais. La CPTS, c'est toute la population d'un territoire. Et donc là, je vais vous donner des exemples que j'ai fait moi, parce que c'est un sujet qui m'est vraiment particulièrement cher. Comme vous disait Marguerite Cazeneuve, elle vous parle de l'insuffisance cardiaque. La CNAM, le ministère de la Santé, les grandes institutions ne savent raisonner qu'en macro. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc effectivement, s'ils repèrent que l'insuffisance cardiaque, c'est un sujet, ben, ils ont raison. C'est que leurs chiffres leur disent que c'est un sujet. Donc à nous de voir si on s'en saisit ou pas. Mais nous, on est dans notre milieu. Si je suis aux Antilles, peut-être que c'est le chlordécone, mon sujet principal, et pas l'insuffisance cardiaque. Si je suis dans les vignes, dans le Bordelais, peut-être que c'est les saloperies qui mettent sur les vignes. Donc moi, je suis dans la Goutte d'Or, j'ai des communautés africaines, et j'ai fait, dans le cadre de la MSP, et d'abord avec des associations communautaires du territoire, des travaux très particuliers adaptés aux patientèles qu'on a à Barbès. Et ça ne sera pas la même réalité si on est à Bordeaux, si on est dans le 16e arrondissement à Paris ou je ne sais pas trop où. Donc là, par exemple, c'était un travail sur l'éclaircissement de la peau. Même les autres du 18e qui ne connaissent pas bien, je leur disais, mais vous avez des patientes africaines? Oui, vous savez qu'elles s'éclaircissent la peau? Non, elles ne s'éclaircissent pas la peau, les miennes, non, non, non. Tu parles, elles s'éclaircissent toute la peau presque. Simplement, on ne sait repérer que ce qu'on a déjà rencontré. Si on ne sait pas que ça existe, on ne le voit pas. Donc, on a travaillé avec une association qui s'appelle URACA. Avant d'être militante syndicale, j'ai fait de la santé communautaire et de l'associatif pendant 15 ans. C'est pour ça que je vous raconte tout ça.
Donc cette brochure-là, avec les dermatos de Saint-Louis aussi, qui sont très pertinents sur le sujet, sur les lésions, ça fait des dégâts, mais terrifiants, quoi. Les femmes, elles n'osent pas se déshabiller, elles ont des vergetures terribles, enfin, c'est des dégâts hallucinants. Mais qui va s'intéresser à ce sujet-là? Ce n'est pas un sujet macro. Donc c'est seulement vous, dans votre environnement, que vous pourrez repérer les sujets de santé publique que en haut d'en haut, comme on dit en Afrique, on ne repère pas. Le deuxième sujet qu'on a abordé, là pour le coup, la première c'était avec l'association communautaire, là le deuxième ça a été fait au niveau de la MSP. La drépanocytose, vous en avez tous entendu parler, c'est quand même la plus fréquente des maladies rares. Et est-ce qu'on vous a raconté, dit s'il fallait dépister le trait drépanocytaire? Vous savez ce qu'il faut faire? Ben, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Une femme enceinte, on la dépiste pas. Un homme, on le dépiste pas. Comment on explique les choses? Comment on raconte quelque chose d'aussi compliqué sans prendre 3 heures? Et donc moi, un jour je dépistais pas, j'en ai eu marre. J'ai demandé aux 3 maternités d'à côté, il y a une qui dépistait pas, l'autre qui dépistait et l'autre un coup sur 2. Donc j'ai dit j'en ai marre, je vais proposer aux collègues de la MSP de bosser là-dessus et tant qu'on n'aura pas répondu à la question, je lâcherai pas l'affaire. On a mis 4-5 ans pour faire ça. Il y a un site qui s'appelle Trepanoclick. Vous pouvez télécharger le truc. Il y a le dépistage, la prise en charge des patients drépanocytaires. C'est à disposition de tout le monde. J'ai fait bosser des étudiants comme vous. Je les ai bien exploités sur le coup. Ils ont fait un travail formidable. Et donc, vous avez le livret et aussi sur comment on formule des choses aussi compliquées que la transmission génétique d'une maladie comme ça à quelqu'un qui ne parle pas forcément très très bien français et pour qui ces concepts sont compliqués. Donc ça nous a pris 4 ou 5 ans et on n'a pas arrêté tant qu'on n'avait pas répondu à toutes les questions qu'on se posait. Donc c'est un travail qui n'a pas le label universitaire, qui n'a pas été publié, je ne sais pas où, dans les instances. Quand même, on l'a présenté au Congrès de la médecine générale. Mais en tout cas, ça nous rend bien service et il est à disposition de tous ceux qui veulent. Voilà le site. Et voilà le dernier né. Et le diabète, c'est quoi? Parce que des étudiantes qui sont... Parce que les thèses, vous vous doutez bien, je les ai toutes faites sur le sujet des communautés africaines. Donc j'ai eu tous les sujets, y compris le diabète. Et là, grâce à une étudiante, j'ai découvert qu'une annonce de diagnostic de diabète pour un patient africain, c'est encore plus traumatisant qu'une annonce de VIH. Pour nous, médecins, ça nous paraît incongru. Le diabète, c'est une maladie comme une autre, quoi. On s'en débrouille très bien. Mais ils ont des représentations, on va te couper le pied, le jour où tu as des piqûres, c'est que tu es foutu. Et donc, il faut faire drôlement attention sur comment on leur annonce, comment ça se fait. En plus, la culture, l'alimentation, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est drôlement lié, le mode de vie. Et donc ça, c'est un travail qu'on a pu faire avec l'association communautaire dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'infirmière Azalée qui avait ces mêmes femmes en éducation thérapeutique diabétique et qui travaillait aussi avec les diététiciennes des hôpitaux d'à côté, donc avec les hôpitaux et avec le réseau Paris Diabète. Donc c'est ça aussi travailler en prévention, c'est ça le territoire, c'est mobiliser tous les acteurs avec lesquels on peut échanger pour progresser sur un sujet. Donc si vous allez sur le site Urraca Basiliade, vous aurez en téléchargement ces différentes brochures. Eh ben voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. On voit bien que la prévention prend donc une place primordiale dans la médecine générale. Et donc je laisse tout de suite la place au professeur Saint-Lary. Comment est-ce qu'on peut renforcer la prévention dans notre cursus d'études? Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûr que je vais répondre à cette question, mais je vais quand même vous parler de prévention. Alors, en préambule, comme l'exige la réglementation, je me dois de vous déclarer mes liens d'intérêt. Donc, je suis médecin généraliste installé à Poissy, en Île-de-France. Je suis prof à l'université et président du CNGE, et je n'ai pas d'autres liens d'intérêt avec le sujet abordé. Vous pouvez trouver ma déclaration sur transparencegouv.fr. Vous m'avez proposé de vous dire quelques mots autour de la prévention en 15 minutes. Et vous connaissez déjà énormément de choses sur la prévention.
Alors avec votre accord, je vais essayer une approche, espérons-le, originale. Alors qu'est-ce que la prévention en santé ? La prévention en santé est une mesure importante qui peut être mise en place afin d'aider les individus à prévenir les maladies et à améliorer la santé et le bien-être en général. Elle peut prendre de nombreuses formes, allant de la promotion de modes de vie sains à la mise en œuvre de programmes de vaccination et de dépistage. Elle peut également inclure des mesures préventives telles que la sensibilisation aux risques et l'éducation aux maladies. La prévention en santé peut jouer un rôle important dans la prise en charge des maladies et des troubles de santé. Les programmes de prévention peuvent aider à identifier les individus à risque et à mettre en place des mesures pour les aider à prévenir la maladie. Les programmes peuvent également aider à réduire les risques de maladies chroniques et à améliorer la santé et le bien-être des individus. La prévention en santé peut également aider à économiser du temps et de l'argent, car elle permet aux individus de prévenir les maladies et les troubles de santé avant qu'ils ne deviennent graves. Elle peut également aider à réduire la quantité de médicaments et de traitements nécessaires pour traiter des maladies ou des troubles de santé. Elle est aussi un moyen d'améliorer la qualité de vie des individus. Les programmes peuvent aider les individus à mieux comprendre leurs propres conditions de santé et à adopter des modes de vie sains, à faible risque, et contribuer à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être. Comment se situe la France en matière de prévention ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la France se classe au 9e rang mondial en matière de prévention des maladies chroniques. La France est reconnue pour ses efforts de prévention à travers de ses programmes de promotion en santé, ses initiatives en matière d'alimentation, d'activité physique et les campagnes de sensibilisation aux risques liés notamment à la consommation d'alcool et de tabac. La France est également l'un des principaux contributeurs à la lutte contre le sida et les maladies non transmissibles. Que peut-on faire pour améliorer la prévention en santé en France ? 1. Augmenter les investissements dans les programmes de prévention et d'éducation en santé. 2. Encourager les médecins à diagnostiquer plus tôt les maladies chroniques et à promouvoir des modes de vie sains. 3. Améliorer l'accès aux soins et à des services de santé abordables et de qualité. 4. Développer des programmes de prévention adaptés aux besoins des populations à risque et des communautés défavorisées. 5. Intégrer la prévention en santé dans les politiques publiques et les programmes éducatifs. 6. Promouvoir des environnements sains et des pratiques alimentaires saines, ainsi que l'activité physique et le sport. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous avais promis une approche originale. Peut-être qu'elle n'a pas sauté aux yeux de tout le monde. L'originalité tient en réalité en une confession. Je dois vous avouer ne pas avoir écrit un mot de cette présentation. Je n'ai fait que poser 3 questions à une intelligence artificielle dont, à moins d'avoir été de garde 30 jours et 30 nuits dans un hôpital sans réseau, vous avez tous entendu parler, ChatGPT. Je lui ai posé 3 questions. Ça ne veut pas passer. Voilà. Qu'est-ce que la prévention en santé ? Comment se situe la France en matière de prévention ? Et que peut-on faire pour améliorer la prévention en santé en France ? Je n'ai fait que vous présenter ces réponses. Alors certains se diront peut-être que si même les enseignants ne se donnent plus la peine de préparer leurs interventions, où va-t-on ? Vous aurez raison, mais derrière cette petite imposture se cache un véritable objectif, nous amener à réfléchir aux évolutions de notre métier qui vont nécessairement advenir, notamment dans le champ de la prévention. Nous avons dans le domaine de la santé, comparativement à d'autres secteurs d'activité, un retard important vis-à-vis des potentialités qui pourraient être ouvertes par le numérique et l'intelligence artificielle. En 2023, nous pouvons demander à ChatGPT de nous faire un exposé sur à peu près n'importe quoi, et il nous rend un document très convaincant, pas parfait, mais convaincant, en quelques secondes. En 2023, lorsque nous demandons à un nouveau patient s'il est à jour pour ses vaccins, l'espoir le plus fou que nous pouvons nourrir est qu'il nous présente son carnet de santé. Certes, c'est en train de changer avec mon espace santé et c'est une excellente chose. Mais au-delà de l'exemple emblématique du carnet de santé, les améliorations possibles semblent nombreuses. Rêvons un peu, et demain nous pourrions imaginer que pour les patients non à jour des dépistages recommandés, avoir accès immédiatement à l'information. Pas uniquement à la liste, ce qui est déjà une belle avancée, mais à une donnée qui soit interfacée pour chaque patient avec nos logiciels métiers. L'analyse automatisée de nombreux examens. C'est aujourd'hui le cas en partie, par exemple, pour l'ECG, mais peut-être que demain, les stéthoscopes analyseront et dépisteront mieux qu'une oreille humaine les malformations valvulaires cardiaques. Dans le champ des maladies rares,
les algorithmes commencent déjà, devant l'association de symptômes atypiques, à nous proposer des probabilités de maladie et des conduites de dépistage. Et je n'ai aucun doute sur le fait que demain, une fois les sujets CNIL et réglementaires réglés, nos logiciels métiers sauront évaluer de manière très précise et automatisée le risque cardiovasculaire de chaque patient, la probabilité de survenue de cancer ou leur risque d'hospitalisation. Les potentialités sont immenses et doivent être anticipées lorsqu'on évoque en 2023 la question de la prévention. Elles doivent s'intégrer en ayant constamment le souci de préserver les droits des patients et la qualité de la relation humaine entre le patient et son médecin, et j'y reviendrai. Mais refuser d'intégrer le développement de l'intelligence artificielle dans nos pratiques a aussi peu de sens aujourd'hui que de lutter contre le développement d'Internet dans les années 90. Il nous faut être acteurs de cette évolution pour pouvoir y promouvoir nos valeurs. Et c'est en ce sens que le CNGE, au sein d'un consortium de partenaires, a porté le projet P4DP pour Platform for Data in Primary Care, qui a été financé dans le cadre du plan France 2030 et qui vise à constituer le premier entrepôt de données de médecine générale financé sur fonds publics. Pour prévenir aussi bien que pour guérir, nous devons intégrer les progrès permis par le numérique qui vont nécessairement faire évoluer notre métier dans les années à venir. Et pour que cette évolution se fasse avec succès, il nous faut aussi intégrer les limites du numérique et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Le Conseil national de l'ordre des médecins, puis le Comité consultatif national d'éthique ont déjà émis des avis ciblant un certain nombre de points de vigilance. Le CCNE rappelle par exemple que la relation de soins se fonde sur une relation humaine directe, basée sur la confiance et un ensemble de décisions véritablement partagées entre le médecin et le patient, même si l'informatisation des systèmes de soins est maintenant généralisée. 3 principes éthiques peuvent être mis en tension par l'utilisation des données massives. Selon le CCNE, la relation entre le médecin et son patient, qui pourrait être menacée d'appauvrissement avec les innovations attendues du traitement des données massives, le patient risquant d'être réduit à un ensemble de données à interpréter et semblant rendre inutile son écoute. Le CCNE identifie aussi le risque autour du secret médical par la multiplication des informations partagées et échangées entre divers acteurs dont certains ne relèvent pas du milieu médical. La responsabilité de la décision médicale par le risque d'automatisation que crée la multiplication des logiciels algorithmiques, tout algorithme décisionnel procédant d'une éthique du choix. Et en lien avec ce dernier point, une autre crainte peut apparaître, celle de la boîte noire, de la décision prémâchée qui ne nous invite pas à nous interroger sur sa pertinence et qui nous éloigne de l'essence même de la démarche scientifique, le questionnement. Le questionnement qui conduit parfois au refus du dogme et de la bien-pensance, et qui a permis tant d'avancées, et qui pourtant, parfois, gratte un peu. Alors pour susciter le débat, je vais me permettre de vous citer David Sackett, qui est aujourd'hui considéré comme un des pères fondateurs de l'evidence-based medicine, et qui en 2002 a publié un article dont je vous laisse juger du caractère urticariant. La médecine préventive est 3 fois arrogante. Premièrement, elle est agressivement affirmative, traquant les individus sans symptômes et leur disant ce qu'ils doivent faire pour rester en bonne santé. Deuxièmement, elle est présomptueuse, persuadée que les actions qu'elle préconise feront en moyenne plus de bien que de mal à ceux qui les acceptent et qui y adhèrent. Finalement, la médecine préventive est autoritaire, attaquant ceux qui questionnent la validité de ses recommandations. D'aucuns considéreront ces propos comme excessifs et ils auront probablement raison. Mais ils ont le mérite de nous bousculer un peu et de nous mettre en garde contre la tentation de considérer que toute démarche préventive est par nature positive. Toute intervention en santé, fût-elle préventive, comporte sa part de risques et de bénéfices. Et il sera crucial que le développement du numérique et de l'intelligence artificielle intègre ces dimensions et ne cède pas à la tentation de vouloir tout simplifier à l'excès. Il n'y aurait rien de pire que des algorithmes nous transformant en de simples exécuteurs appliqués et méticuleux de recommandations de bonnes pratiques. Ne cédons rien à la simplification excessive, ou pire, à la paresse. Écoutons et réécoutons Jacques Brel lorsqu'il nous dit « La bêtise, c'est de la paresse ». La bêtise, c'est un type qui vit et qui se dit « ça me suffit ». Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit, et il ne se botte pas le cul tous les matins en se disant « c'est pas assez ». Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse
autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Alors, interrogeons-nous, questionnons-nous sans cesse, questionnons notre pratique. Le niveau de preuve de telle ou telle recommandation est-il suffisant? Allons chercher l'information. Si elle n'existe pas, participons à des projets de recherche pour mieux l'appréhender. Soyons curieux de la médecine et de la science. Et c'est ainsi que nous intégrerons ces nouveaux outils intelligemment et qu'ils seront demain utiles pour mieux guérir comme pour mieux prévenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste une petite demi-heure pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc si quelqu'un veut se lancer pour la première, c'est la plus difficile. Puisque personne ne parle, je suis bavarde, allons-y. Dépister, prévenir, c'est comme faire un diagnostic, c'est utile, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir faire quelque chose en face. Je vais vous donner 2 exemples. Le test RTL4 qui dépiste les troubles du langage des petits, j'ai arrêté de les faire. Je ne l'ai pas dit à la CNAM parce que ma rose va baisser, mais j'ai arrêté de les faire. J'ai arrêté de les faire parce que je n'ai pas de rendez-vous d'orthophonie. Donc qu'est-ce que j'en fais? Je vois un gamin, il est en difficulté, il doit être pris et j'ai aucune possibilité d'en faire quelque chose. Donc dépister, pour se dire qu'on a agi pour se faire plaisir, c'est comme faire un diagnostic quand il n'y a pas de traitement. Faut bien peser le pour et le contre. Les 100% santé et la prévention des chutes, en ce moment, c'est en panne. Je suis un peu provocatrice, hein, je suis là pour ça. C'est en panne parce que on a demandé au médecin généraliste traitant qui pouvait faire une ordonnance simple pour un appareil auditif jusqu'à présent, de faire une formation validante. Et pour ça, il doit valider, je crois, 50 courbes et les faire valider par un ORL. Sauf que les ORL, ils ne veulent pas. Donc en 2 ans, on a validé 60 médecins généralistes traitants. Et donc il n'y a plus de prescription d'appareils auditifs aujourd'hui pour les vieux qui en ont besoin. Non, mais je sais. Non, mais tout ça pour dire que quand on fait de la politique, pourquoi on se syndiquait? Parce que la science pure, c'est indispensable, mais s'il n'y a pas l'organisation derrière, s'il n'y a pas les réponses aux questions qu'on pose, si on ne peut pas agir, et on est coincé. Bonjour, Mathilde, je suis interne à Créteil. Justement, j'ai une question par rapport à un sujet où pour le coup on a les données, on sait comment agir, on sait comment faire, et pourtant je crois que je suis la seule qui porte un masque ici aujourd'hui. Je me pose la question parce qu'on me parle de, enfin en tout cas moi, dans les sphères dans lesquelles j'évolue, j'entends de plus en plus parler du Covid long et de à quel point ça peut être handicapant et à quel point ça peut toucher aussi les personnes qui ont été vaccinées et même celles qui ne sont pas à risque. Et j'entends que c'est plus obligatoire d'après l'État de proposer le masque, mais je me demande pourquoi est-ce que ça ne peut pas être quelque chose que nous on conseille justement en prévention pour nous, pour nos patients. Voilà. Moi, je veux bien répondre pour avoir été pendant le Covid sur les sujets de tous ces sujets compliqués. En tout cas, du côté des autorités sanitaires, je pense qu'effectivement, l'idée, c'était de plus rendre obligatoire parce que l'obligation, on voit bien que c'est quand même quelque chose d'hyper particulier d'obliger quelqu'un à porter un masque, d'obliger quelqu'un... cela étant dit, on a quand même fait au moment de la campagne de l'automne, il y a eu une campagne, avant c'était la campagne grippe, maintenant c'est une campagne qui est plus générale sur les gestes barrières, sur le fait de se protéger, et donc il y a quand même une incitation en tout cas de la communication
en matière de santé publique sur le fait de respecter les gestes barrières au moment de la saison des virus. Donc on a essayé un peu de faire de l'après-Covid là-dessus, en disant maintenant qu'il y a des habitudes sur le masque, sur le lavage des mains, etc., on capitalise. Mais c'est vrai que, en tout cas, rendre les choses obligatoires, c'est une décision politique vraiment très forte, très dure, et qui, voilà... Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas déclaré, mais dans les différentes casquettes, je suis membre du COVARS et c'est un sujet qu'on a énormément abordé à une période. Je ne vais peut-être pas revenir sur l'ensemble des discussions, mais juste par rapport aux organisateurs du congrès de l'ISNAR, peut-être que ce propos ne soit pas peut-être trop directement accusateur. Je pense que dans les éléments qui ont été rendus, il y a quand même toujours la question de la balance bénéfice-risque et notamment la question de la prévalence des maladies au moment donné. Aujourd'hui, il se trouve que les pics épidémiques, notamment en Covid, sont assez bas et que effectivement, du coup, la dynamique est probablement moins importante à mettre en œuvre que lorsqu'elle était plus haute. Mais ceci dit, vous avez raison, c'est une question qu'on doit sans cesse se poser et sur laquelle la question de l'obligation n'est pas simple, mais la question de l'incitation dans les lieux clos et notamment en période de forte circulation virale est vraiment quelque chose à encourager. Aujourd'hui, on n'est pas dans une période de très forte circulation virale, donc peut-être que c'est un peu moins grave. Bonjour, Quentin Verne, je suis interne en 3e semestre à Bordeaux. Tout à l'heure, Madame Cazeneuve, vous soulignez du coup beaucoup de pistes d'évolution pour la prévention au niveau de la sécurité sociale, notamment du coup au niveau des vaccinations, des troubles du neurodéveloppement, de la dépendance, de la perte d'autonomie. Mais du coup, la question de fond était plutôt aussi axée sur les modes de financement. Est-ce que les finances existent déjà et sont mal allouées? Est-ce qu'il faudrait débloquer plus d'argent? C'est une histoire de politique publique, j'imagine, je ne sais pas trop. En fait, moi, ma conviction, c'est que je ne crois pas que ce soit une question d'argent. C'est-à-dire que, je le dis de manière un peu radicale et forcément un peu caricaturale. Si je prends les troubles du neurodéveloppement, on a laissé des générations et des générations d'enfants autistes grandir sans prise en charge, etc. Donc maintenant, on a un très gros sujet de financement, mais sur la prise en charge de surhandicap qui sont arrivés à cause d'une absence de prise en charge. Mais le repérage précoce du trouble du neurodéveloppement, les petites fiches qui ont été élaborées avec les 9 critères qu'on regarde à différents âges clés, ça coûte rien, quoi. C'est le médecin, c'est vous qui arrivez à repérer ce signe précoce. Nous, il faut que ça suive derrière. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Agnès a dit. Le sujet derrière, c'est que cet enfant-là, s'il faut qu'il aille voir un orthophoniste, un psychomote, etc., il faut... donc là, les sujets qu'on a, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'orthophonistes formés. On a un sujet de prise en charge parce que les psychomotes, les ergothérapeutes, on a mis en place des forfaits. Ils sont sans doute pas suffisamment hauts, etc. Mais en fait, quand on intervient très très tôt, c'est le sujet, j'allais presque dire, c'est pas tellement l'argent. C'est-à-dire que nous, pour l'assurance maladie, investir dans les plateformes de coordination pour les troubles du neurodéveloppement, sensibiliser très tôt les professionnels de santé au repérage précoce et ensuite mettre en place des parcours avec des forfaits pendant 1 ou 2 ans, en fait, ça coûte très peu par rapport à ce qu'on peut dépenser par ailleurs. Voilà. Donc il y a effectivement cette idée qu'on n'investit pas suffisamment dans la prévention parce que c'est pas rentable, parce que c'est rentable à long terme, etc., ou à trop long terme, et que en fait finalement cette logique un peu économique de l'ONDAM annuel, tout ça nous empêche de conduire des politiques publiques au long cours. C'est un peu vrai, mais pas totalement. Moi, j'ai pas le sentiment aujourd'hui à l'assurance maladie qu'on a un problème financier majeur pour investir dans la prévention. J'ai surtout le sentiment qu'il y a plein de sujets dont il faut qu'on se saisisse avec vous et qu'on les porte vraiment et qu'on avance sur la recherche, qu'on fasse des expés, etc., qu'il y a des sujets qui émergent, qu'on doit accompagner, qu'on doit structurer les prises en charge, qu'on doit... Mais voilà, c'est presque plus organisationnel que financier, me semble-t-il, en tout cas de ma fenêtre.
De la mienne de fenêtre, il y a les deux. C'est-à-dire que je ne vais pas lâcher l'affaire des 25, 45, 65. Marguerite Cazeneuve peut être tranquille. Donc il y a quand même besoin d'un peu d'argent. Ceci dit, je pense à un autre sujet. Dans la MSP, en ce moment, on travaille avec le public que je vous ai décrit sur la prévention des écrans. Parce que tous les outils, c'est quand même un sujet majeur du moment pour les gamins, quoi. Et dans la salle d'attente, surtout, plus les mamans sont précaires, plus le petit il est scotché au téléphone pour être tranquille dans la salle d'attente. Et tous les outils que j'ai vus sont absolument inadaptés. Donc on est en train de travailler sur un outil qu'on a fait aussi avec la même association, ainsi de suite, enfin, toujours dans une démarche de santé communautaire. Et cet outil, ça sera un petit papier A4, ça ne coûte rien. Dans les MSP, tu as des sous quand même. Dans les CPTS, il y a des budgets aussi. Je suis assez d'accord que quand on fait de la prévention, c'est très chic aller vert. Moi, j'allais vert il y a 30 ans, mais le mot n'existait pas. Mais je me rappelle avoir fait de la prévention du VIH dans les bagnoles, dans des parkings il y a 30 ans, au moment où les premiers cas étaient africains et où les gens disaient ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a toujours tous fait ça et c'est primordial. Mais c'est et un changement de culture et néanmoins, il y a quand même besoin de moyens, comme on le disait. Enfin, je pense que c'est entre les deux. Et typiquement, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, mais sur l'éducation des parents, enfin, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai parlé avec un pédopsie à Rouen qui est toujours sur les troubles du neurodéveloppement, et en fait il disait on a mis en place votre système, le repérage précoce, les PCO, etc. Mais il dit mais à la fin en fait vous ce que vous payez c'est une séance de psychomote par mois, une séance d'ergothérapeute par mois, etc. Mais en fait pour un enfant qui a besoin d'être stimulé au quotidien, en fait l'enjeu c'est pas celui-ci, l'enjeu c'est les parents. L'enjeu c'est les parents, et donc comment est-ce qu'on arrive à transmettre un savoir aux parents pour que le parent qui lui est au quotidien avec son enfant, il apprenne les exercices, etc. Et ça, donc, ce qu'on appelle guidance parentale, c'est pas du tout financé par la Sécu. Je veux dire, ça n'existe pas, il n'y a pas de financement pour ça. C'est pas très cher. En fait, si on se disait que demain, on avait des vrais programmes de guidance parentale avec des formations par des médecins, des parents, avec de la documentation facile, des vidéos, etc. Ça, c'est un effet de levier hyper important qui coûte pas très cher, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise collectivement, alors peut-être qu'il faut qu'on ait des études scientifiques qui nous le confirment, mais peut-être que la guidance parentale, c'est un truc sur lequel l'assurance maladie doit mettre des sous. Et en fait, c'est pas si cher que ça. C'est juste qu'il faut qu'on le décide, quoi. Il y a juste quelque chose qui nous permet d'agir. C'est qu'on reste décisionnaire dans les MSP et dans les CPTS. Si on perd la gouvernance de ces structures et que ça devient des espèces de structures administrées par l'État, ARS et compagnie, le bras armé de l'État en deux mots, on va perdre cette souplesse, on va perdre cette proximité avec le terrain, on ne pourra plus être inventif. Donc il faut absolument conserver cette possibilité d'initier des choses, d'être promoteur et d'aller travailler là où on ressent qu'il y a besoin d'aller travailler. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Ronan, du coup je suis interne en 3e semestre à Brest. C'est hyper bizarre de se voir à l'écran. Est-ce que... Merci. Est-ce que c'est valorisé et comment sont valorisées les actions qu'on peut mener auprès des gens en général, du grand public, sur nos actions de prévention hors consultation, c'est-à-dire... par exemple, en faisant des rencontres avec les gens, en faisant comme vous disiez tout à l'heure, des rencontres avec des camions ou en faisant des présentations. Comment ça peut être valorisé dans notre temps de travail et est-ce que ça l'est? Alors là, je vais me permettre de répondre. Comme je suis un peu siphonnée, je l'ai fait gratuitement pendant 15 ans. Mais vive le syndicat encore une fois, et donc c'est là où tu as des financements dans ta MSP, dans ta CPTS pour déposer un projet, et du coup tu peux être payé sur le temps passé. Donc c'est des projets collectifs avec d'autres collègues d'autres professions sur le territoire où tu vas proposer, comme moi là, sur la drépanocytose, on n'a pas été payé des milliers et des cents, mais au moins on était indemnisé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant tout ça, effectivement, tu n'avais que les fous dingues qui faisaient ça. Mais là, maintenant, tu peux être un docteur normal et être indemnisé pour ce que tu fais dans ces cadres-là d'exercice collectif. Bonjour.
Sarah, je suis interne à Nantes, premier semestre. J'ai une question qui s'égare peut-être un peu du sujet, mais qui est d'actualité. C'était par rapport à la prévention de la santé au travail et au sujet d'actualité qui est le report de l'âge de la retraite. Je voulais savoir si la CNAM participait un peu à ces débats, notamment, ça peut poser la question de l'augmentation des incapacités, des invalidités au travail et donc de l'augmentation de ces budgets d'indemnités journalières, etc. Je voulais savoir si vous participiez à ces débats. Alors non. On a déjà suffisamment de problèmes en ce moment. Donc déjà on négocie avec les médecins, puis on laisse le gouvernement négocier avec les sur les retraités. Non, en revanche, ce qui est clair, c'est que, pour l'instant, l'assurance maladie, elle n'est pas mobilisée, si ce n'est. Alors, l'assurance maladie, il y a 2 branches dans la sécurité sociale qui sont à la CNAM. Il y a la branche assurance maladie que je représente, et il y a la branche accident du travail, maladie professionnelle, qui a déjà sa propre logique, et elle qui travaille énormément sur la prévention du risque professionnel, parce qu'en fait, il y a une logique entre guillemets pollueur-payeur, et donc c'est les entreprises sur lesquelles il y a le plus d'accidents du travail ou sur lesquelles il y a une mortalité plus importante qui doivent cotiser davantage. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien à l'assurance maladie sur la prévention des risques professionnels. Après là on n'est pas du tout dans la discussion, c'est hyper politique, c'est le Parlement qui s'en occupe. Après effectivement une fois que si la réforme se met en place, c'est sûr qu'il va y avoir une réflexion sur la prévention des risques professionnels, etc. Et donc, il y a une partie de l'assurance maladie qu'on ne voit pas, qui est la branche AT-MP, qui fait vraiment ça, en fait, et donc qui est vraiment paritaire. Vous avez les employeurs, les salariés, c'est par branche, et donc on identifie risque par risque les mesures de prévention qui peuvent être mises en place. Et donc, c'est une branche, quand vous regardez les comptes de la sécurité sociale, c'est une branche qui est à part, avec des cotisations employeurs qui sont des cotisations employeurs à la fois, il y a une partie qui est mutualisée et une partie qui est spécifique au secteur, voire spécifique à l'entreprise, pour encourager les employeurs à conduire des actions de prévention. Donc voilà, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant, les politiques de la branche professionnelle, et effectivement, je pense qu'elle sera sollicitée le cas échéant sur la prévention de la pénibilité. Bonjour, Clémence, je suis en 3e semestre à Poitiers. J'avais une petite question par rapport à l'équité dont vous parliez tout à l'heure. Bon, c'est aussi bien si on ne me voit pas à l'écran. Vous disiez oui, du coup qu'il y avait certains patients pour lesquels il fallait déployer un petit peu plus de moyens que les autres parce qu'ils sortent un petit peu des filières classiques de la prévention. Concrètement, comment on fait ? Parce que parfois, les patients n'ont pas du tout la même vision que nous de leur propre santé. Nous, on a des grands projets pour eux et eux, ils n'entendent pas toujours notre vision de leurs grands projets. Et voilà, est-ce qu'il y a des outils que vous avez, que vous conseilleriez pour justement arriver à toucher cette tranche particulière de notre patientèle ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais répondre complètement à ta question, mais il y a beaucoup de modèles qui montrent que pour essayer de favoriser l'implication des patients, alors plutôt ce qu'on arrive à voir, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on va aller chercher avec l'Aller Vert, mais en tout cas ce qu'on arrive à voir, le modèle qui semble quand même le plus efficient et le plus éthique, c'est celui de la décision partagée. Et le modèle de la décision partagée, en fait, il se travaille beaucoup. On parlait tout à l'heure des ROSP et du dépistage du cancer du sein. Voilà, il pose des questions aujourd'hui en termes d'optimisation et de sur-risque. Vous savez qu'il y a d'autres travaux en cours qui se font notamment au niveau européen. Je pense au projet MyPEBS pour peut-être faire évoluer les modalités de dépistage et aller vers quelque chose qui serait plus pertinent. Et toujours est-il que on est comment dire, culturellement en France, pas forcément encore complètement dans cette modalité-là de la décision partagée. On a parfois envie de faire des choses aux patients, et parfois ils ne veulent pas. Et donc l'idée, c'est comment on travaille ces outils-là. Et donc sur le cancer du sein, par exemple, il y a un travail qui s'appelle Dédicace, qui est en cours, qui est porté notamment par Nantes, et qui vise vraiment à développer des outils pour essayer de travailler avec les patients et de mettre en avant certains éléments pour peut-être les aider à prendre en compte leurs décisions, leurs craintes, pourquoi ils veulent ou ils ne veulent pas faire, et on espère qu'in fine, effectivement, ça puisse apporter des améliorations en termes de prévention.
Je veux bien rajouter un petit bout de commentaire. C'est ça qui fait l'intérêt de notre travail, en fait. On fait de la dentelle. Chaque patient est complètement différent. Il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même culture, il n'a rien de pareil que celui d'avant ni que celui d'après. Et c'est là où notre métier, quand on prend en charge la globalité de la situation du patient, il est inégalable. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre en ce moment, quand ils pensent que tu mets un infirmier, un pharmacien, un kiné, puis ça vaut un médecin traitant. C'est que c'est cette spécificité de notre travail qui fait qu'on va pouvoir voir avec le patient quelle est sa priorité. C'est vrai que si la personne que tu as en face de toi, elle ne sait pas ce qu'elle va manger le soir, ton histoire de prévention, ça va lui passer complètement au-dessus. Peut-être qu'il y aura besoin d'y revenir 2 fois, 3 fois, alors que celui d'à côté, en une fois, c'était gagné. Peut-être qu'il y a des freins que tu imaginais qui en fait n'existent pas. Je pense au frottis, tout le monde me dit « Oh, c'est compliqué, les femmes, elles ne vont pas forcément accepter ». J'ai jamais eu un refus, mais seule difficulté, c'est que j'ai souvent pas le temps. Donc, on a des blocages de notre côté à nous qu'il faut faire tomber, parce qu'on a des a priori qui peuvent être faux. Il y en a d'autres, comme je disais sur le diabète tout à l'heure, qu'on n'imaginait peut-être pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment cette position privilégiée qui fait qu'on va pouvoir déterminer avec la personne ce qui est prioritaire pour elle. Et il faut d'abord répondre à ça. Si tu ne réponds pas d'abord à ce qui la préoccupe, elle ne pourra pas t'entendre pour quelque chose qui ne la préoccupe pas. Donc c'est progressivement, et c'est vrai, bon, j'ai plus votre âge, mais le jour où j'ai vu dans mon bureau les 4 générations d'une même famille, c'est là que tu te dis, tu as créé un lien avec les gens. Et ça, franchement, personne ne peut nous l'enlever. Peut-être une toute dernière question pour vous, professeur Saint-Lary. Je me permets de vous la reposer. Par rapport à notre cursus de médecine générale, c'est quand même la prévention un sujet qui est peu abordé. Et donc, comment est-ce que vous pensez que nous, en tant que président du Collège national des généralistes enseignants, qu'on puisse améliorer cet apprentissage? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que, en réalité, il l'est beaucoup. Il l'est peut-être pas beaucoup, je vous l'accorde, dans le 2e cycle, notamment en termes de cours magistraux sur la prévention. Quand vous regardez en termes de quantité, c'est très peu, probablement insuffisant. C'est censé évoluer un peu avec la réforme, mais c'est très peu. Après, la prévention, je veux croire qu'en réalité, quand vous êtes en stage, notamment en cabinet de médecine générale, ou parfois un peu en PMI, parfois dans d'autres services, ben, en fait, vous y êtes confronté au quotidien. Et donc, l'apprentissage de la prévention, c'est pas uniquement quelque chose de très théorique à dire la mammographie, c'est tant de fois à partir de 50 ans. Voilà. Et il y a évidemment des éléments théoriques à appréhender, mais il y a aussi, et peut-être beaucoup plus, tout ce qui relève de votre pratique. Et après, l'idée est peut-être que voilà, il faut qu'on travaille aussi de notre côté, c'est comment, lorsqu'il y a des retours sur vos pratiques de stage, on va aller plus creuser sur des éléments qui relèvent de la prévention et aller plus vous interroger. Mais la prévention, c'est pas uniquement, alors j'en ai pas parlé parce que on peut pas parler de tout, mais c'est pas uniquement les grands axes qu'on a en tête, prévention, dépistage. On a, je pense, tout un pan aussi sur lequel il faut beaucoup qu'on progresse collectivement, qui est la prévention quaternaire et la question de la surmédicalisation qui relève aussi en fait de la prévention. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas très en retard. Hein. On a des équipes en France qui sont vraiment en médecine générale très avancées là-dessus, qui bossent beaucoup et qui travaillent avec des collègues internationaux. Je vous assure que c'est pas nécessairement beaucoup mieux ailleurs. Donc voilà. Après, il y a encore des choses à développer. Dans beaucoup de facs aussi, ce qu'on a pu mettre en place, c'est systématiquement dans les stages d'externe de mettre en place des modules. Et en fait, vu qu'ils ont très peu de cours théoriques sur la prévention au sein des cours de 2e cycle, on met en place dans tous les stages de médecine générale, enfin dans beaucoup de subdivisions dans les stages de médecine générale, des cours autour de la prévention intégrés aux stages d'externe. Et après, pour la mise en pratique, comme je vous disais, moi je crois beaucoup plus à l'apprentissage en situation réelle qu'en déclinaison de cours théoriques à s'enfiler. Merci. On a encore le temps pour une toute dernière question. Sinon, s'il n'y a personne, on va clôturer. Donc, merci beaucoup à toutes et tous pour vos questions, à chacune et chacun de nos intervenants.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'on venait en ayant peur de se faire cuisiner sur plein de trucs, mais en fait... En fait, c'est Merci. trop sympa. Ouais, c'est trop sympa au jardin. Le point négociation conventionnelle vient demain soir. Donc merci pour vos prises de parole.